Et c'est pourquoi, si je prends l'image du Sénégal, depuis 1 an qu'on est au pouvoir, on a posé des actes de souveraineté. Je n'en veux pour preuve que la présence militaire. On a dit on ne peut pas admettre au Sénégal qu'il y ait des bases militaires étrangères. Et pour tout pays qui avait une base militaire au Sénégal, on l'a notifié pour leur dire que nous demandons à ceux qui retirent toutes les troupes du Sénégal. Et cette opération est lancée. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 jours, une base militaire a été libérée et le processus prendra fin d'ici le mois de juillet et le Sénégal n'aura plus sur son sol de base militaire étrangère. On n'a pas besoin, pour moi ça doit être un acte ordinaire pour un pays, de dire que nous sommes souverains, nous avons une armée nationale, nous avons des forces de défense et de sécurité, nous pensons pouvoir gérer nous-mêmes notre sécurité. Et c'est autant d'actes qui sont posés sur la gestion de nos ressources naturelles. Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique n'ait pas pu bénéficier de ces ressources naturelles comme l'ont pu d'autres zones du monde, en Asie, dans le Golfe, en Europe, en Amérique, tout le monde jouit de ces ressources naturelles, sauf l'Afrique. Pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin d'un discours? Non. On pose les actes. S'il y a des choses à renégocier, on les négocie. Nous sommes ouverts pour le partenariat avec le monde entier, mais qu'il soit juste, équilibré et mutuellement gagnant. Ça, c'est des actes qu'il faut poser et avancer. Et je pense que nous nous inscrivons, nous, dans cette dynamique et nous souhaitons que ça puisse être le cas de tous les pays africains parce que le continent doit prendre son destin en main maintenant et de manière souveraine, de manière assumée, mais en comptant d'abord et essentiellement sur lui-même. Et c'est je n'ose pas de manière péremptoire ou impérative l'élargir à tout le monde, mais je peux, dans le discours et dans les actes qu'on pose, en espérer, inspirer également, comme nous nous inspirons nous-mêmes de ce qui se fait de bien dans d'autres pays africains. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'une des questions en débat actuellement au sein de la jeunesse africaine, c'est la question donc du franc CFA. Alors, quel regard vous portez donc sur le franc CFA? Notre position sur le franc CFA a été très constante. Vous savez, j'ai la chance d'être un homme politique qui a écrit des livres. Et ma pensée est dans ces livres-là. Mais ma pensée est exprimée également à travers des émissions, des meetings. Notre position a été toujours constante. L'effort d'intégration d'une sous-région qui passe par des actes forts pour avoir un marché commun, pour avoir des législations tarifaires communes, pour avoir une monnaie commune, c'est un effort salutaire. Nous voulons un espace intégré. Nous voulons une zone la plus intégrée possible en Afrique de l'Ouest, qui peut aller au-delà de l'espace UEMOA, mais nous le voulons. Nous le souhaitons. Parce que nous sommes dans un monde où les gens se regroupent dans des ensembles pour être plus forts. C'est notre souhait. Et la monnaie est un instrument extrêmement important de politique pour un État. À côté de la politique budgétaire, la politique monétaire est extrêmement importante. Et c'est important que la zone ait réussi de mettre en place un marché commun, de mettre en place une monnaie commune. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que cette monnaie continuait à symboliser quelque part une présence coloniale, quoi qu'on dise. Et nous avons considéré que cette monnaie dépouillée de ces éléments-là redevenait une monnaie des Africains, par les Africains et pour les Africains. Il y a des aspects symboliques, c'est l'appellation de la monnaie, même si CFA de 1960 ne signifie plus tellement CFA de 1900. Mais le seul fait qu'on parle encore de CFA pose problème. Ça, c'est un élément. Mais ça, c'est les aspects les moins importants. C'est symbolique. Après, la monnaie est un instrument, comme je l'ai dit, de politique publique. Le débat qu'on se pose, c'est est-ce que cette monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est adaptée à nos options de développement? De la réponse à cette question doit dépendre l'orientation qu'on va prendre. La monnaie CFA, arrimée à l'euro et à la zone euro, semble être une monnaie trop forte pour nos économies.
qui nous restreint à être des pays importateurs qui consomment ce qui est produit ailleurs, mais qui ne nous rend pas très compétitifs quand on veut inverser la tendance. Or, la logique dans nos pays, c'est d'aller vers une politique de substitution des imports. C'est entre autres un des griefs économiques, il y en a beaucoup d'autres, notamment le manque de flexibilité et beaucoup d'autres aspects. À partir de ce moment, c'est de la réponse qu'on apporte à ces considérations techniques qu'aura dépendre notre décision d'aller dans tel ou tel autre sens. Et nous avions dit, depuis mes écrits, mon livre de 2018, quand je devais être candidat à l'élection présidentielle, jusqu'au programme du président Bassirou Diomaye de 2024, nous sommes restés constants. Nous sommes dans un ensemble qui présente ses avantages, mais qui a des inconvénients. Nous poserons le débat avec nos partenaires pour leur dire que nous devons évoluer. Si une solution est trouvée dans ce cadre-là, tant mieux. Il n'y a aucune raison pour que nous sortions de cette monnaie. Mais si ce n'est pas le cas, nous assumerons notre responsabilité. Et nous sommes toujours dans cette logique. Quand nous sommes arrivés, la BCEAO, qui est l'institution commune, nous a présenté les travaux qu'ils ont faits, qui vont exactement dans le sens de ce que nous avons dit tout à l'heure. Il s'agit maintenant pour les présidents de se retrouver pour valider un certain nombre d'options. Ça, c'est l'aspect politique. Les techniciens ont fait leur travail. Et nous espérons que les présidents vont convoquer, vont statuer, vont nous permettre de faire un pas significatif vers l'appropriation totale et définitive de notre monnaie pour pouvoir avoir un instrument monétaire et une politique monétaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est pourquoi nous sommes toujours obligés de nous recentrer sur nos politiques budgétaires avec les tensions que nous vivons. C'est ça notre position, nous restons constants. Il y a beaucoup d'amalgames qui se font, oui, c'est eux qui avaient dit qu'ils sortiraient. Un État se gère de manière responsable. Et nous sommes avant tout des panafricanistes. Tout ce qu'on peut faire pour rester dans la cohésion, nous le ferons. Mais si on se rend compte que ça ne va pas dans le bon sens et que ce n'est pas bon pour nous, le panafricanisme a ses limites également. Ça ne peut pas se faire au détriment des intérêts des États. Et à partir de ce moment, nous assumerons toutes nos responsabilités par rapport à cette monnaie. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'intégration économique en Afrique de l'Est rencontre actuellement des difficultés. La CEDEAO compte actuellement 12 pays, après donc le retrait des pays de l'AES. Comment est-ce que justement vous avez vécu ou vous vivez en tout cas cette rupture entre la CEDEAO et l'AES? Avec beaucoup de regrets. Il faut dire les choses, ne pas être panafricaniste et souhaiter que les ensembles, les fragiles ensembles que nous avions peiné à rassembler éclatent. Je ne pense pas que les pays de l'AES l'aient fait de gaieté de cœur. Je ne pense pas que le reste de la CEDEAO l'ait accepté de gaieté de cœur. Les rassemblements, c'est d'abord les rassemblements des peuples, avant d'être les rassemblements des dirigeants. Et les peuples continueront à être des peuples de la CEDEAO, quoi qu'on veuille. Ce n'est pas parce que 3 pays sont sortis de la CEDEAO qu'on est dans une rupture totale, opaque, et qu'il n'y ait plus de relations commerciales, de relations économiques, de relations sociales même. Parce que de part et d'autre des frontières, c'est souvent les mêmes populations avec les mêmes ethnies qui vivent. Et notre zone est condamnée à vivre ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous n'avons pas de choix. Maintenant, il y a des situations politiques qui se présentent à nous. Des erreurs ont été commises. Il faut dire les choses telles quelles. Je n'ai pas commenté la décision. Lors de sa dernière sortie sur la question, le président Diomaye Faye a appelé à respecter la décision des pays de l'AES. C'est une façon de parler. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le respecte, c'est des États souverains qui prennent leurs décisions. Des erreurs ont été commises à la base, je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire au pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO.
Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est il est avec moi ou il est contre moi. Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question, il y ait des avis divergents et vous devenez, des avis divergents du moins, et vous devenez l'ennemi. Ce n'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités, tous tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Mais malgré tout, les problèmes familiaux se règlent en famille. Des gens ont eu des problèmes beaucoup plus profonds. Des gens se sont menés des guerres qui sont devenues des guerres mondiales, avec des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, ils sont dans les espaces intégrés pour faire face au reste du monde. Et c'est nous, dans ce sens-là, que nous avions dit que notre souhait, c'est que l'espace n'éclate pas. Parce que même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Prenez le cas du Burkina et du Sénégal. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CEDEAO que ça va arrêter? Non. Nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération. Les espaces sont des espaces politiques, des cadres politiques. Mais ce qui va se passer entre les États et les peuples va continuer. Et nous espérons, en respectant les choix des uns et des autres, et j'espère que la CEDEAO va en tirer toutes les conséquences pour que, dans le traitement à la base, je disais tout le temps, on ne peut pas ignorer les causes réelles d'une maladie pour vouloir se pencher sur les symptômes. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. C'est ces erreurs qui nous ont conduit à ça. Et j'espère que la CEDEAO en tirera toutes les leçons et surtout aura l'ouverture qu'il faut pour traiter tous les États de manière égale. Il n'y a pas ici de grands ou de petits États, etc. Et peut-être sous ce chapitre, et je ne désespère pas, tôt ou tard, que les retrouvailles se fassent, parce que nous avons un destin commun. Justement, le président Diomaye Faye et son homologue du Togo ont été désignés par la CEDEAO pour mener donc une médiation. Est-ce que vous pensez que les positions sont encore conciliables? Les positions sont toujours conciliables. L'histoire est faite de séparation et de retrouvailles. De séparations quelquefois très douloureuses, qui ont abouti certainement quelquefois à des guerres et tout, et de retrouvailles. C'est maintenant, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans, Dieu seul sait. Mais d'abord sur la médiation, je pense que le président Faye a fait ce qu'il a fait de bonne volonté. Beaucoup de gens, même dans l'opinion publique, une certaine opinion publique, pas tout le monde dans les pays frères de l'AES,
dès lors que le président Diomaye a été désigné médiateur, ont immédiatement voulu l'associer ou alors lui imputer une responsabilité dans ce qui s'est fait. Je rappelle que tout ça ne nous avait pas trouvé, nous, au pouvoir. Peut-être que ceux qui l'ont désigné médiateur ont considéré qu'ils étaient suffisamment déjà contestés ou indexés pour pouvoir eux-mêmes être les solutions. Et c'est pourquoi ils ont considéré que le Sénégal, qui venait d'accéder au pouvoir avec une certaine vigilité, pouvait peut-être réussir là où ils ont réussi. Mais ce n'est absolument pas un positionnement du Sénégal contre X ou pour Y. Le Sénégal n'est pas dans ces jeux-là. Et il l'a fait avec toute la bonne volonté du monde. Tout le respect dû à tout le monde. Parce que c'est ça l'identité aussi diplomatique du Sénégal. Mais dès lors qu'il a dit qu'il faut respecter la volonté et les choix du pays de l'AES, nous devons tous en tirer des conséquences que peut-être qu'il considère qu'il a fait ce qu'il pouvait, certainement il a déjà rendu compte à ses pairs de la CEDEAO, mais ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire, comme je dis. Les relations bilatérales vont continuer et certainement le temps nous édifiera sur ce qui sera fait, mais même si c'est maintenu, je dis que c'est, à la limite, ce n'est pas le plus important. Je vous donne un exemple. Si les pays de l'AES sortent de la CEDEAO, théoriquement, qu'est-ce qui manque? Ils ne sont plus dans le marché commun et ils ne partagent plus un certain nombre d'avantages communs en termes de facilité de circulation, en termes de documents de voyage, etc., etc. Mais fondamentalement, la ZLECAf, que nous avons tous ratifiée, offre exactement les mêmes avantages dans l'espace africain, beaucoup plus large. Et ce qui est indexé ici, dans le cadre de la CEDEAO, c'est particulièrement la dimension politique de la CEDEAO. La dimension politique. Avant qu'on arrive à la CEDEAO, la première formulation n'avait pas ces aspects politiques-là, où l'ensemble des pays pouvait s'intéresser sur ce qui se passait politiquement dans un autre pays et y intervenir. Ça, c'était l'aspect marché, l'aspect économique qui était privilégié. Ce qui est contesté aujourd'hui par les pays de l'AES, c'est qu'on ait pu, à un moment donné, mettre en branle la dimension politique de la CEDEAO au point de vouloir mettre des sanctions contre ces pays-là. Je pense que l'évolution naturelle des choses va nous édifier, mais je ne vois pas d'impact important possible dans cette séparation sur le plan de la coopération entre les pays et dans la zone globalement. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre,